Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Thomas. Salut. Écoute, comment vas-tu ? On est dans un contexte un petit peu particulier. On sort de confinement. Est-ce que ça n'a pas été trop dur pour toi en tant que marin, cette petite période à devoir rester chez soi et en sécurité ? Alors en tant que marin, oui. Je pense pas depuis plusieurs dizaines d'années avoir été coupé de la mer aussi longtemps. D'accord. C'est quelque chose qui est dans ma vie au quotidien quasiment, ou en tous les cas toutes les semaines. C'est rare que même sans aller naviguer, je la vois pas. Or là, pour être rigoureux et pour peut-être être un petit peu solidaire, j'ai été confiné chez moi. Par contre, je dois confesser que j'ai eu cette chance d'être confiné en famille, avec mes enfants, mon épouse. On habite quasiment dans une forêt, dans une maison très où on se sent bien. Et j'ai mis ça à profit pour peut-être non pas le rattraper le temps perdu, parce que ça marche jamais comme ça, mais pour avoir des conversations à tous les quatre là, qui ont été assez merveilleuses. Et même si ça peut paraître choquant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup souffert. Le fait d'être loin souvent, de partir souvent, d'avoir été un père souvent absent, ou d'avoir fait un choix de vie quand même peut-être aussi assez égoïste, hein, puisque je me suis octroyé cette liberté de pouvoir partir autour du monde souvent. Ces 3 mois-là avec Jeanne et Elliot ont été extrêmement riches, et je les remercie quasiment. Mais en fait, je crois aussi qu'en tant que marin, je suis ultra entraîné à ces situations quasiment d'incertitude, de risques, ou qui peuvent être de temps en temps anxiogènes. Quand on part en mer, nous, la première chose, c'est qu'on ne sait pas comment ça se passera. On ne sait pas véritablement jusqu'où ça ira. Le voyage est à la fois technique, il est à la fois géographique, mais il est intérieur, et puis il est dans l'engagement total. Je ne sais pas si je reviendrai à chaque fois. À chaque tour du monde, c'est quasiment une vie entre parenthèses, c'est une nouvelle chance, c'est une nouvelle rencontre où la nature me rend véritablement la conscience d'être infiniment petit. Elle me tolère. Je suis complètement à sa merci, même si j'essaie d'être professionnel en me préparant pour ne pas partir à la roulette russe. Je suis quand même conscient que c'est
c'est une dimension quasi philosophique, effectivement, d'entrée de jeu, d'accepter que je suis mortel et que l'engagement que j'y mets, il est jusque là, il est jusqu'au bout. Donc Ok. Bon, en tout cas, tu me mets un peu l'eau à la bouche là avec tout ce que tu dis. On va pas aller trop vite, notamment parce que ouais, on va prendre un petit peu de temps. Comme je te le disais, la tradition sur le podcast, c'est de commencer par l'enfance, de découvrir un petit peu qui était plus jeune. Et j'adore poser la question de savoir quel était ton premier souvenir de sport. Est-ce que d'ailleurs c'est un souvenir de marin? c'est pas du tout un souvenir marin. Et le premier souvenir, D'accord. j'en ai un bon et un pas bon. Euh, le premier, il est sans doute que le petit Thomas, en fait, je suis un petit garçon qui a grandi très tard, qui a été pendant très Ouais. longtemps très complexé par son physique, très complexé par le fait d'avoir une croissance très tardive. J'étais en plus un petit garçon lent. J'avais besoin de temps, j'avais besoin d'observer, de regarder. Je me livrais pas du tout, donc assez introverti. Et la cour de récréation où les premiers contacts avec le sport, c'est un professeur de gymnastique qui se frotte les mains et qui à chaque nouvelle activité, en sifflotant dans son jogging euh, et en rigolant et en faisant rigoler toute la classe, il disait Thomas va nous montrer aujourd'hui comment on va lancer le javelot ou comment on va lancer le poids ou comment on va sauter en Fosbury. Et évidemment, c'était l'échec total parce que moi, je me sentais pas bien, gourde et tout. Donc ça n'a pas été un super premier contact avec le sport, mon corps et c'est un peu plus tard que j'ai eu un coup de foudre incroyable qui était sûrement une résilience de ça. C'était que mon corps en fait euh, je me suis retrouvé en mer avec cette première sensation du vent sur mes joues, sur vraiment un contact avec la nature et un contact. J'étais tout seul sur ce petit bateau qui était quand je l'ai revu après, qui était un petit bateau pas très joli. Le contact avec l'eau, le fait qu'on ne me juge pas, le fait que je sois moi directement relié à la voile que j'avais, à la barre que j'avais, c'est moi qui décidais. Quand je faisais une action, je regardais, je comprenais, et ça a été un vrai coup de foudre avec cet élément, avec ce moment. Et j'avoue que D'accord. même aujourd'hui, des dizaines d'années après, je retrouve cette sensation du vent sur mon visage, du mouvement du bateau. Or, il a changé. Encore hier, avec mon trimaran là, qui fait maintenant 32 mètres, on a décollé, on a volé, et pour autant, je Ouais. ressentais ce petit garçon. Donc, je trouve ça assez magique en fait, le cerveau humain et cette relation au petit garçon. Ok, donc tu redécouvres à chaque fois que tu prends la barre, tu redécouvres un peu ton enfant intérieur et ses souvenirs d'antan. Si j'ai l'impression, c'est très beau. En tout cas, c'est ce que tu dis en fait me rappelle un peu à moi-même parce que j'ai eu une croissance très tardive et j'étais le plus petit garçon de la classe pendant très 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 longtemps. Je pense jusqu'à ma seconde ou ma première. Ouais. Et j'adorais pourtant le sport, j'adorais ça. Mais j'avais aussi un petit peu ce complexe et moi le sport, je l'utilisais justement pour un peu montrer que cette petite taille en fait, à travers ce petit bonhomme, il y avait quand même un petit peu de teigne et il y a peut-être une petite colère qui s'est construite. Je sais pas si toi c'était un peu En ce fait, sentiment-là. j'ai pris cette conscience-là assez tardivement. J'avais pas du tout, moi vraiment je crois que mes parents m'ont dit ça il y a pas très longtemps. Où ma maman avant de partir m'avait ressorti des cahiers. Je devais faire 1m40 en seconde, donc j'étais Ouais, vraiment et par contre ouais je pense que ça a été une vraie résilience. Mais je retrouve maintenant finalement ce qui fait quasiment le dénominateur commun de tous les grands athlètes, c'est cette fragilité.
Et un athlète, très souvent, et les athlètes de haut niveau sont des gens, contrairement à ce qu'on pourrait croire, extrêmement fragiles, et qui ont, par résilience ou par volonté, ou comme tu dis, peut-être par colère, alors chacun a son moteur, Chacun son. chercher à travailler sur sa fragilité. Soit on a fait une force, soit et là je suis en train de constituer un équipage pour un tour du monde en équipage, et j'essaye d'aller au plus profond de chacun pour trouver. C'est des super cadors, hein, ils sont super physiques, ils savent piloter les bateaux, ils ont vachement d'expérience. Et pour autant, ce que je vais aller chercher, c'est la fragilité de chacun, et notamment dans des périodes comme en ce moment, qui nous rend fragiles et qui rend le moment où la fragilité de chacun ressort encore plus, ou la fragilité d'un système, et parce que la fragilité, c'est ce qui fait que tu vas avoir envie d'aller vers l'autre ou vers une combinaison d'autres pour finalement constituer quelque chose qui va te rassurer, ou qui va te compléter, ou qui va t'harmoniser avec effectivement ce que tu recherches quand tu es athlète. C'est soit d'aller gagner, soit d'aller un peu plus loin, soit d'aller un peu plus haut, soit. Et cette démarche de l'autre, elle vient très très souvent de la fragilité. Les gens appellent ça des faiblesses, mais moi j'appelle ça des fragilités. Et la fragilité, elle est quasiment indispensable au mouvement. Et j'adore cette dimension-là, et je m'en suis servi. Et c'est vrai que le petit Thomas, ou mon enfance, elle se construit autour de ça, et autour de ce coup de foudre avec cette nature qui a quasiment aujourd'hui un côté métaphysique dans ma vie, et dans le fait d'être relié à elle, quoi. Ouais, bah après il y a une relation qui se crée, j'imagine, avec la mer et avec la nature qui doit être tellement forte. Et juste peut-être pour resituer un petit peu les auditeurs, à quel âge tu commences à naviguer, et à quel moment peut-être tu as peut-être ce petit déclic et cet amour, ça a été dès ton premier dès ta première sortie en mer? Euh, j'ai navigué très jeune avec mon papa, mais qui était un papa très rigoureux, très sévère, très exigeant. Ça se retrouvera après forcément dans mon caractère. Et quand on allait naviguer avec lui, ça se finissait souvent pas en punition, mais on n'était pas à la hauteur, ou on n'était pas comme il voulait. Et finalement, un bateau, c'est quand même un endroit de confinement, pour reprendre un peu les mots du moment, où c'est des endroits où on n'a pas le choix. On peut pas s'extraire, on peut pas sauter. Hein. Et c'est ça qui est assez, enfin pour moi, magique dans la dimension du bateau, c'est que tu es quasiment dans un satellite, ou dans un endroit où par nécessité, il faut que ça marche. Il faut que tu ailles jusqu'au bout, parce qu'il n'y a pas d'issue autre que celui que ça marche. Alors avec mon papa, c'était toujours un petit peu plus compliqué, mais pour autant, je vois aujourd'hui ce qu'il m'a légué, ou ce qu'il m'a transmis quand même dans ces moments-là. Et j'en suis très fier, et j'en suis très reconnaissant. Mais j'ai mis du temps à comprendre et à distiller ça. Mais c'est plus vers l'âge de 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans, là, l'adolescence mal dans ma peau, où je découvre effectivement à la fois sur un petit bateau au tout début cette émotion que je t'ai décrite, et puis après je découvrirai la planche à voile, qui alors là pour moi sera un univers d'une liberté de mouvement, d'une liberté d'un rapport en fait où chacun peut trouver son équilibre du rapport poids-puissance, ce fameux rapport poids-puissance de l'athlète et du compétiteur, et où finalement d'être léger peut être un avantage, et où j'en tirerai tout de suite quelque chose qui sera bénéfique et performant, et là ça va déclencher beaucoup de choses. Et j'aurais tout de suite l'envie d'aller chercher des vagues, l'envie d'aller de sauter, de décoller, d'avoir la dimension effectivement de l'espace. Et quand je décris ça et quand j'en parle là, je m'aperçois à quel point c'est encore extrêmement présent, extrêmement vivant dans ma vie d'aujourd'hui. J'ai cette
relation et cette continuité avec le petit Thomas qui finalement ne m'a jamais vraiment quitté. Je suis un enfant. Ouais. Ouais, mais c'est marrant. Enfin, t'as pris énormément de recul sur la question et ça m'intéresse vachement d'en parler avec toi parce que moi j'ai toujours pensé que les grands champions avaient effectivement, comme tu disais, une fragilité ou quelque chose en eux qui était d'excessivement soit vulnérable, soit fragile. Effectivement, je pense que fragile c'est le bon mot pour se construire une carapace et réussir à derrière à faire des grandes choses. Et toi, du coup, avec enfin peut-être un peu pour clôturer un peu le sujet, toi, c'était vraiment du coup par rapport effectivement à cette vulnérabilité physique et peut-être un peu à une adolescence un petit peu mal dans sa peau, et c'est comme ça que tu t'es construit, que tu en as fait quelque Ouais, chose. pardon, excuse-moi. Ouais, vas-y, je te Non, laisse. c'était oui, cette période qui est compliquée hein, chez un jeune garçon, chez une jeune fille, où il y a à la fois, on sent bien qu'hormonalement parlant, dans ton corps, il se passe des choses, et puis à la fois, on regarde les autres et on voit qu'on est différent ou qu'on a effectivement pas la même rapidité, et on prend conscience des choses et on se juge et on se juge souvent trop sévèrement, en tous les cas en se comparant. Et puis il y avait à côté effectivement cette relation d'éducation où j'ai un, j'ai un père sévère, très judéo-chrétien, dans le mérite, et c'est un moyen aussi de s'extraire peut-être de cette lourdeur-là et de cette génération-là Ouais, qui permet, et tu cherches un espace ou un moyen de te construire ta propre identité, ta singularité. J'ai un vrai plaisir aujourd'hui à transmettre ça ou à en avoir envie régulièrement de tendre des mains quand j'en croise, soit avec mes enfants, soit même dans les rencontres que je peux faire avec le Trimaran, de dire à des adolescents que je sens un petit peu soit perdus, soit en recherche, mais alors disons, imaginez la chance que vous avez. Je m'adresse jamais ou rarement aux premiers de la classe. Les premiers de la classe, finalement, m'intéressent pas beaucoup. Je m'intéresse plus à ceux il qui, n'y a pas de souci à se faire pour eux. ouais, voilà, où ils auront un schéma de vie souvent, d'ailleurs, quand tu le regardes après coup, sans doute plus ennuyeux que ceux qui étaient à ce moment-là euh, obligés, dans la nécessité d'aller chercher quelque chose qui les sortira sûrement des sentiers battus, comme ça l'a été pour moi. Ouais, Et dans mon cas, j'ai trouvé ce qui correspondait à un moment donné à ma singularité, au fait de rechercher quand on est athlète, et notamment dans une victoire. Une victoire chez un athlète, c'est quoi? C'est d'exprimer au monde, comme le pourrait le faire un sculpteur, un peintre ou un musicien, qui tu es à un instant T. ouais, Et notamment un record, j'en avais parlé un petit peu avec Renaud Lavinelli, quand tu bats un record et que tu es recordman du monde, que ce soit lui à la perche ou que ce soit moi de tourner autour de la planète en moins de 50 jours, euh, à ce moment-là, tu es unique et tu dis au monde entier, tu as envie. Alors c'est peut-être un peu narcissique, c'est peut-être un peu... et les athlètes sont souvent... mais on a aussi cette fragilité d'avoir besoin de s'exprimer aux autres comme un artiste et de dire voilà, je ouais, suis cette personne-là à ce moment-là, je suis unique comme vous et j'ai trouvé un support pour vous le dire. ouais, exactement. Ouais. Il y a une adéquation, effectivement. Mais c'est une très belle vision, je trouve, hein. Enfin, c'est exactement ça. C'est le sport est un merveilleux moyen d'expression et après effectivement dans lequel il y a forcément un petit peu de compétition et de référence aux autres, mais c'est avant tout un moyen de s'exprimer et de pouvoir laisser le corps parler, quoi, tout simplement. Et toi, est-ce que tu as eu un déclic un peu par ça? J'ai peut-être deux questions en une, mais la première, je t'en avais parlé juste avant de faire de faire l'interview. C'est quoi le rêve d'un enfant
qui fait de la voile, tu vois. Moi, j'ai fait du tennis à haut niveau et bah tu vois, moi, mon rêve ultime, c'était d'aller fouler la terre battue de Roland Garros et de jouer devant ma famille et mes amis. J'imagine que pour un enfant qui joue, qui fait du foot, ça doit être de porter peut-être le maillot de l'équipe nationale ou peut-être un jour de devenir professionnel. Dans la voile, c'est quoi le rêve d'un enfant? En fait, moi, au tout début, le support du bateau moi, j'avoue que c'était partir. C'était la dimension quasiment du voyage et d'aller de l'autre côté Ouais, de l'horizon et de sillonner vraiment le mot sillage, de sillonner la planète. Et je l'ai fait d'abord en lisant les Jack London, en lisant les Ernest Shackleton, en lisant tous les écrivains qui pouvaient me faire partir ou m'évader. Et d'un seul coup, je trouve un support, une activité qui associe dans ma tête. En fait, c'est ça qui est assez génial, c'est qu'à un moment donné, c'est une combinaison où convergent un petit garçon mal dans sa peau, une envie de voyage, de s'extraire, peut-être une envie qui est un peu étouffante dans une famille où il a besoin de prendre l'air, et il se trouve que tu trouves et tu prends conscience que par ce biais-là, et j'ai bien aimé quand tu dis c'est un moyen d'eux et pas une fin en soi. J'ai utilisé ça comme un moyen et puis c'est devenu après quelque chose qui est devenu quelque chose qui convergeait, qui faisait converger quasiment toutes ces faiblesses ou toutes ces fragilités et qui me ressourçait et qui m'équilibrait. Et après, ça a été par ces voyages de rencontrer des gens. Quand je me suis mis à naviguer, je voulais faire le tour de la planète, voir le plus de ok, gens possible, rencontrer et la compétition est venue un peu après. La ouais, compétition ok, est venue plutôt dans une dimension euh, où, où ça m'a plu effectivement de me comparer, où ça m'a plu de me dépasser, ouais, et tout d'abord en équipage. J'avoue que j'ai un plaisir fou à faire de ce sport d'abord un sport d'équipe et un sport où encore une fois dans un tout petit milieu, dans un tout petit bateau, ou même quand le bateau est grand, finalement ça représente que quelques mètres carrés, et ouais, cette dimension philosophique du huis clos, que la personne la plus importante finalement, ça devient plus toi mais l'autre, ce que ça génère comme trait d'union, c'est absolument fantastique. La relation qui se crée quand tu fais un tour du monde ou que même une transat entre des gens dans un équipage, et quand tu rentres ou quand tu viens, il s'est créé quelque chose entre toi et les autres, ou toi et lui, quelquefois en double, qui est du domaine ouais, de quelque chose qui est du secret. On dit souvent ce que tu as vécu à bord reste à bord, mais j'aime croire à ce que chacun emmène après dans sa vie ce moment particulier, et j'ai tout de suite senti ça. Et d'accord. je le recherche encore et je le vis encore avec passion. Ouais, bah c'est un sujet que je voulais aborder avec toi, donc on pourrait le faire maintenant. C'était un peu effectivement le solitaire versus son équipage. Enfin, j'ai l'impression en tout cas dans ton parcours et dans ton récit que t'as surtout eu envie effectivement de faire des rencontres et de t'associer avec des gens. Comment est-ce que Hmm, tu vois, tu dis qu'il se crée quelque chose sur le bateau, mais tu m'as aussi dit tout à l'heure que avant de partir effectivement dans un record ou dans un tour du monde,
tu vas quand même un peu sélectionner les gens et essayer de comprendre qui ils sont, quels sont les ressorts qu'ils ont à l'intérieur d'eux, quoi. Et du coup, ma question, alors elle est peut-être un petit peu naïve parce que moi j'ai eu la chance quelques fois de monter sur des bateaux, mais vraiment j'étais le bleu, quoi. J'étais l'élève à qui on apprend tout, à qui on dit de se baisser la tête, sinon il va se prendre un truc dans la gueule, quoi, tu vois. Ouais. Mais c'était des expériences géniales à chaque fois. Et je me demandais, toi, du coup, comment est-ce que tu fais pour choisir les gens avec qui tu vas monter? Parce que quand tu pars après, bah, comme tu l'as dit, pour faire un tour du monde en moins de 50 jours, il se passe des choses hyper intenses. Et du coup, qu'est-ce que tu vas essayer de regarder chez l'autre? Qu'est-ce que tu vas essayer de comprendre chez l'autre en amont? Et est-ce que ça peut t'arriver tout simplement de dire au dernier moment ou même en amont, tu vois, à quelqu'un, bah désolé, en fait, finalement, je le sens pas, quoi. Comment est-ce que tu crées cette alchimie au début et qu'est-ce que tu vas chercher chez ton équipage? Alors au début, faut c'est pas très romantique au début. C'est on va chercher. Je fais un casting technique, physique, très vraiment sur l'expérience qu'il a Rationnel. eu, rationnelle, sur leur niveau physique, sur l'expérience qu'ils ont eue, sur le fait d'être capable de barrer le bateau parfaitement de jour, de nuit. D'accord. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, souvent d'ailleurs, c'est des garçons. Il n'y a pas beaucoup de femmes aujourd'hui dans nos milieux, malheureusement, parce que pour l'avoir fait de temps en temps, ça nous a à chaque fois apporté beaucoup. Je pense à des gens Ouais. comme Hélène MacArthur ou des gens comme Karine Fauconnier ou même elle était de la génération avant moi, mais Florence Artaud, qu'on Bien sûr. bouleversé notre monde et qui l'ont tellement amélioré à chaque fois. Bah, Mais là, j'ai eu Clarisse Kremer sur ce podcast d'ailleurs. ah génial, Super, ouais. super personnalité, elle est géniale. Ouais. Elle a une Et, fraîcheur, elle a une ouais. envie, elle a une et je la regarde de loin parce on se connaît pas, mais j'avoue qu'effectivement, ben voilà, des jeunes femmes comme ça, elles sont nécessaires à notre sport, Ouais. qui souffrent de cette masculinité du fait qu'effectivement il y a beaucoup d'hommes. Ça changera parce que le monde du bateau volant finalement va demander plus de sensations, de perception. Et là, pour le coup, ça va niveler que le côté athlétique, sportif, où la masse et où le rapport poids-puissance est souvent en faveur des hommes au jour d'aujourd'hui. Donc, j'ai bon Ouais. espoir que dans les années à venir, ça peut s'équilibrer. Mais effectivement, au départ, un équipage, c'est une alchimie qui démarre d'un point de vue assez technique et assez Ouais, t'as une euh, grille de lecture ouais, ou ce qu'on de pourrait appeler lecture un assez scorecard. ouais, comme quasiment tous les sports, que ce soit le hand, le football, le basket, on choisit par rapport Ouais. à un profil type. Après, j'ai Ok. une deuxième grille de lecture qui a un profil technique parce que c'est un sport mécanique, la voile, et que Ouais. effectivement, il faut qu'il y ait une approche mécanique et une approche notamment sur la durée d'être capable de réparer, de comprendre une mécanique, de l'utiliser de façon bienveillante ou en tous les cas intelligente et maligne. Donc d'avoir une vision technique et technologique qui est une culture. Et puis enfin, c'est là que ça devient effectivement pointu. Et je me sers des fragilités pour aller vers ça. C'est quel est l'intérêt d'un athlète de ce niveau-là pour avoir envie de s'embarquer sur un bateau comme le mien et quel pas vers l'autre il va faire pour effectivement de façon soit intéressée, soit de façon bienveillante, apporter au groupe et faire en sorte que pendant moins de 40 jours, parce que là, on part cet hiver sur pour marquer l'histoire, descendre sous 40 jours, c'est Ah ouais. Ok. Jules Verne avait imaginé un tour du Ouais. monde en ballon en 80 jours, et nous, on va faire moitié moins de temps que n'avait imaginé Jules Verne. J'adore ça parce que C'est j'ai lu incroyable. Jules Verne et Ouais.
moi j'ai rêvé de Jules Verne et de faire un tour du monde en ballon, et on va nous quasiment faire, on va faire ce qui s'appelle le Jules Verne, ce tour du monde en équipage. Et là, j'avoue que j'ai aussi ce plaisir de faire comprendre à l'équipe qui est en face de moi, et là j'en ai sélectionné 9 pour 6 places. Qu'est-ce que j'attends et comment finalement je constitue l'équipe que je suis en train de faire, et sous quel prisme je les trouve performants ou compétiteurs ou compétitifs, et quand ils adhèrent à la dimension quasi philosophique ou à la dimension quasi mentale, il se crée quelque chose qui est absolument magique. Et je suis allé chercher ça, je l'ai pas inventé, hein. Je suis allé chercher ça dans la musique. D'accord. La musique classique, et notamment la musique de chambre, qui donnera après le jazz que j'adore, et le rock'n'roll. Ça fait 300 ans qu'ils travaillent sur cette capacité collaborative qu'ils n'ont pas quand ils sont dans l'orchestre, parce que dans l'orchestre, il y a un chef d'orchestre qui impose sa vision de la partition, et qui fait que pour avoir l'harmonie avec 100 gus, on peut pas faire autrement. Et la musique de chambre, c'est pas plus de 8. Et à 8, comment finalement, en faisant tourner le leadership, parce que chacun a une expertise, que ce soit le violon, l'alto, ou quand c'est du jazz, la trompette, la batterie ou le piano, comment on fait pour que ça soit harmonieux, et qu'à un moment de la partition, le leadership soit pris par quelqu'un, et que tous les autres se mettent à son service, parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, et on reconnaît la situation. Un athlète, c'est ça. Il reconnaît la situation où, à ce moment précis, il faut qu'il soit bon. Un Zidane, il reconnaît que ce jour-là, il faut qu'il mette ce penalty, et que un Renaud Lavinelli, j'en ai parlé tout à l'heure, à ce moment-là, il plante la perche, et il faut et un Tony Estanguet, il a 1 minute 30 pour, dans un bouillon de tourbillon du torrent, se lâcher et être bon ce jour-là, et reconnaître la situation, et reconnaître une situation, et être bon à ce moment-là, et que les autres reconnaissent que c'est toi qui es le meilleur à ce moment-là. Mais ça, c'est juste la magie du sport. Roger Federer, quand il sauve les balles de match, il est meilleur à ce moment-là que dans tout le reste de la partie, et il reconnaît la situation. Moi, je me délecte de regarder des athlètes comme ça, quoi. Et là, je crois qu'en tant qu'athlète, à des moments comme en ce moment, il faut qu'on prenne la dimension que l'époque nous donne du rôle qu'on a à jouer, sociétal, et c'est toi qui nous permets ça, parce que grâce à toi, on a le droit de pouvoir en parler, on a le droit d'éclairer finalement ce que nous on vit, et c'est ce chaînage-là. Toi, Barthélémy, t'es là, et tu dis, mais tu nous tends la main, et tu dis, bah oui, et tu nous provoques en disant, mais les gars, vous avez peut-être un rôle en ce moment à jouer, et bougez-vous le cul, à transmettre ou à donner ou à offrir. Mais non, mais c'est vraiment ça, hein. Moi, je le prends comme ça, hein. Je le prends à la fois comme une belle provocation et une invitation à ce que nous, à une époque comme on vit en ce moment, on a ce rôle, oui, de dire et de montrer ce que quand on vit, on a envie de participer. Et l'athlète qui était loin du monde avant, et qui était juste effectivement très égoïste, et qui ne vivait que pour lui ou que par lui, je pense elle va disparaître, ou en tous les cas, si elle remplit pas son rôle là en ce moment, elle aura raté une époque historique. Ouais, mais c'est peut-être, moi je le formulerai un petit peu différemment, mais c'est déjà, écoute, merci merci pour tes compliments, mais moi j'ai vraiment le travail facile, hein. Tu vois, moi je me délecte d'écouter vos histoires, et de vous tendre la main pour vous accompagner à les raconter, et je vous tends le micro pour ça, mais effectivement, tu vois, je pense de plus en plus que le sportif a un rôle dans la société, et qu'effectivement il y a des valeurs dans le sport qu'on n'a pas assez utilisées.
et qu'on a, il y a des valeurs dans tous les sports, des valeurs qui sont différentes. Et moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde où en fait les valeurs du sport, ça soit uniquement les valeurs des sports les plus connus ou qui sont le plus médiatisés, tu vois. Et j'ai Bien envie sûr. que toutes les valeurs de tous les sports puissent rejaillir, parce que il y a des superbes valeurs dans tous les autres sports, tu vois. Et un jour, c'est marrant parce que moi j'ai fait du rugby, tu vois. Et tu vois, un jour le coach de mon équipe m'a dit, tu sais, la différence entre le football et le rugby, c'est que dans le foot, quand quelqu'un tombe par terre, il y reste. Dans le rugby, quand quelqu'un tombe par terre, son coéquipier vient tout de suite le relever. Et moi, ça a résonné tellement fort en moi. Je me suis dit, mais ouais, c'est ça ça les valeurs de mon sport. En fait, c'est l'entraide, c'est l'esprit d'équipe, c'est qu'on laisse pas un camarade on laisse pas un camarade allongé sur le terrain, on le relève. Et ouais, et je pense qu'il y a effectivement les sportifs de haut niveau doivent apprendre de plus en plus effectivement à communiquer, à partager ces valeurs-là et à devenir des rôles modèles pour des plus jeunes. Et je te félicite d'aller voir les derniers de la classe un peu rêveurs, un peu en recherche de leur personnalité, parce que c'est ces enfants-là généralement qui ont besoin de cette aide. Mais c'est pas, cette aide-là, tu vois. mais ces enfants-là, c'est nous qu'en avons besoin. Ouais, C'est aussi. la société a besoin de ces enfants qui par Qui encore une sortent pas dans le fois moule. par cette recherche qui est nécessaire pour eux en eux parce qu'ils sont soit pas dans le moule, soit pas dans le bon timing, soit pas à leur place à ce moment-là, vont générer cette énergie que le sport leur apporte, ou qu'en tous les cas le sport nous a apporté en tant qu'athlète, euh, et qui feront, pour moi, que ça soit des citoyens euh, ou même des hommes, des femmes, c'est eux qui auront la valeur ajoutée la plus intéressante, parce qu'en plus ils ont cette diversité qu'ont pas ceux qui sont dans le moule ou autres. Et c'est ça le rôle aujourd'hui de dénominateur commun de l'athlète. Et je suis d'accord avec toi. Un garçon comme Tony Estanguet, il sort d'un sport quasiment inconnu, et regarde le travail, le modèle qu'il est en train effectivement de bâtir en essayant et en Ouais, amenant ouais, les c'est vraiment Jeux un Paris exemple. 2024 en France. Mais oui, Fabien Galtier, parce qu'il est en train de reconstruire un 15 de France. Quand tu vois son parcours, et pour l'avoir côtoyé, et ça fait partie des gens qui m'inspirent. Et en fait, l'athlète de haut niveau, juste pour faire cette petite aparté, il a besoin de se créer un peu comme, je sais pas si tu as vu ce film, Le Cercle des Poètes Disparus. J'ai Euh, adoré, c'est un de mes films préférés. ouais, et ben moi, Ouais, depuis que j'ai vu ce film-là, je me suis défié à créer un cercle des gens qui m'inspirent. Et ouais, avec et j'en ai pas 10 000, hein, mais il y a des athlètes comme Fabien Galtier, comme Tony, comme Jean-Philippe Gatien ou comme Mike Horn. Et puis il y a de temps en temps un Jacques Gamblin qui vient traîner par là. J'ai eu cette chance d'avoir en conversation un monsieur qui s'appelait Michel Serres, qui est parti l'année dernière. Enfin, et il faut créer, et il faut pour un athlète se créer ce champ ou ce cercle des gens qui t'inspirent. Et c'est ça que je provoque à chaque fois que je rencontre un jeune homme ou une jeune fille un peu perturbée ou qui a un peu du mal et tout. Je dis, c'est quoi ton cercle des gens qui t'inspirent? Crée ça, et tu vas voir que tu vas rentrer dans la spirale comme dans un athlète. Euh, et ta fragilité, le moment que tu vis qui est un peu complexe là, ça va être une force incroyable. ouais, ok. Bah écoute, ouais, c'est génial, et je pense que tu as tout à fait raison de mentionner à quel point c'est important de s'entourer de gens incroyables et de gens merveilleux, quoi. Des gens qui nous tirent vers le haut. Et moi, je Mais suis... Barthélémy, tes podcasts, c'est une bibliothèque ou comment ça s'appelle, une étagère qui permet à tout le monde d'aller choisir la personne qui t'inspire. C'est vrai, c'est Et vrai. moi, je le prends comme ça. J'ai l'impression que tu as créé une espèce de farandole
et puis qui dit aux gens, moi je suis allé voir pour vous des gens qui m'ont inspiré, choisissez-en quelques-uns et vous allez voir, ça va changer votre vie. Et cette pluralité et cette espèce de melting pot de tes podcasts là, il est tout simplement génial. Moi, je considère ça comme je te disais, c'est un rôle commun qu'on a entre tendre une main, la prendre, donner et apprendre à recevoir, que aujourd'hui, enfin, j'ai l'impression de faire avec toi là en ce moment, et qui donne du sens. Là, on est dans une période où ça va nous donner une opportunité incroyable de aussi peut-être retrouver ou avoir envie de se dire bon, et c'est quoi finalement le sens de tout ça, bordel? C'est vrai, c'est quoi le sens de tout ça? Et Bordel. bon, en tout cas, moi je trouve beaucoup de sens à faire ce podcast et beaucoup de sens à faire cette conversation en tout cas, mais c'est vrai qu'on vit dans un monde un petit peu curieux des fois, mais bon, c'est la vie. Et d'ailleurs, bon, je parle très souvent de ce livre Sapiens, c'est moi qui m'a aidé à comprendre un peu l'histoire de l'humanité et Ouais. comprendre où est-ce qu'on en est arrivé. Je sais pas si tu l'as lu toi, mais Si. Mais super bouquin, ouais. Et, super bouquin parce que en plus à la fois très rationnel et assez de temps en temps un peu froid et à la fois tellement exigeant et pour le coup j'y suis rentré vraiment, mais alors pour le coup ce livre mais ouais, je suis d'accord avec toi, complètement transformé et à la fois à la fin d'une poésie incroyable parce que tu te dis mais tout est relié à tout. ouais. Je m'amuse à parler de ça. J'ai un peu un dada, c'est le nombre d'or. Le nombre d'or, c'est D'accord. 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Alors tous Ouais. les gens qui sont pas mathématiciens disent oh là là, c'est quoi ce truc-là? Et en fait, c'est en arithmétique comme en géométrie, comme un trait d'union qui fait comprendre finalement que la fleur de tournesol, la rose, mais également la structure moléculaire ou le nuage dans lequel est Dieu dans la chapelle Sixtine de Michel-Ange, là, quand il est à 2 doigts de toucher l'homme, mais qui d'ailleurs ressemble à un cerveau humain. En fait, Michel-Ange, à ce moment-là, fait un pied de nez aux ecclésiastiques en disant mais Dieu est une imagination de l'homme. Évidemment, ça n'a pas été perçu comme ça, sinon il aurait été sur le bûcher. Mais et tout ça, ça rentre dans un rectangle d'or et cette relation du tout au tout qui relie tout au tout et qui relie les gens. J'adore ça. Je me retrouve dans le kinesthésique qui a besoin effectivement de relier un son à une image, à un chiffre ou à une rencontre ou à une personne ou à un mouvement. Et un athlète, c'est ça. Ok. Mais non, écoute, je note, j'ai jamais eu effectivement cette approche sur le nombre d'or. J'ai des parents qui adorent l'art, mais j'y voyais pas cette interprétation. Donc ça m'intéresse beaucoup. Je voulais aussi un petit peu dans la continuité de la question que je t'avais posée tout à l'heure sur quel est le rêve d'un enfant. Je voulais savoir un petit peu à quel moment, tu vois, à quel moment tu commences à réaliser que tu vas faire de la voile vraiment ton métier? Il me semble que tu as rencontré ton sponsor Sodebo avec qui tu travailles toujours. D'ailleurs, c'est une super belle histoire d'amour quand même. Aussi longue, je sais pas s'il y en a eu d'autres dans la voile. Il me semble que tu les as rencontrés autour des années 2000, c'est ça? 2000-2001? Plutôt que ça, en fait. Même plus tôt? Mais t'as raison de dire, c'est une histoire d'amour, en fait. Moi, j'ai rencontré une famille. J'ai rencontré une famille dans un timing où j'avais besoin d'une famille. Et Sodebo, c'est une famille. Aujourd'hui, c'est 3 sœurs qui mènent une entreprise. Au départ, c'est Joseph et Simone Bougreau qui créent leur entreprise. Ils sont charcutiers à Montaigu. Et leur volonté à eux, c'est de nourrir les gens. Ils sont passionnés de bouffe, et ils font ça avec au départ avec leur charcuterie, et puis après ils font des pizzas, des sandwichs, bon, peu importe. Et ils sont passionnés par le fait d'offrir à manger ou de donner à manger, et puis de vendre à manger, parce qu'il faut, c'est pas non plus philanthropique. Mais je rencontre des gens qui sont dans le partage, dans le don,
et j'ai cette chance qui changera ma vie d'athlète, parce qu'effectivement jusqu'à ce moment-là, j'ai plutôt fait la Coupe América ou les courses en équipage. Et là, après avoir remplacé Yves Parrier qui s'était fait mal dans un accident de parapente, je gagne la Route du Rhum en 94, en 98 pardon. En 94, ce sera avec Laurent Bourgnon. En 98, je gagne la Route du Rhum et je les rencontre à ce moment-là. Et c'est un coup de foudre d'une rencontre qui changera ma vie. Et c'est. Mais là, je suis déjà. Avant. Ouais, là, je suis déjà dans le milieu. Je dirais que en amont, je fais une rencontre qui, en tant qu'athlète, changera ma vie. C'est la rencontre avec Laurent Bourgnon, 4 ans avant, et où je suis à son service. Et j'ai un plaisir immense, moi, à chaque fois, à servir un groupe et un leader. Je pense que c'est là où je suis le meilleur, d'ailleurs. Je m'épanouis à servir un groupe et un leader. Et en 94, je prépare la Route du Rhum pour Laurent Bourgnon. Et dans ses yeux et dans sa générosité, quand il gagne en 94 la Route du Rhum, et que je suis à l'arrivée en tant que technicien et faisant partie de son équipe, je lis son émotion et je dis, je veux vivre ça un jour. C'est ça que je veux connaître. Et je rencontrerai donc Sodebo qui me donnera l'opportunité et qui m'offrira cette possibilité de rentrer dans la tête de celui qui vit ça. Mais en fait, pour remonter avant d'être dans ce milieu, pour répondre à ta question, je suis parti à la fin de mes études pour une mission pour une grosse entreprise qui était celle de Monsieur Bolloré, qui m'envoie en Australie. Et là, en Australie, je découvre une autre culture, une autre manière de voir, une autre manière de travailler, surtout dans une ville comme Sydney, Auckland, parce que c'était une entreprise de transport maritime et on m'a demandé de faire une audit. Et là-bas, j'ai une révélation, quoi. Je me redécouvre, je revis et je m'aperçois que j'ai fait aussi beaucoup des études pour faire plaisir à mes parents, mais pas forcément pour trouver ma voie. Et je décide d'y rester. Et là, finalement, cette grosse entreprise avait prévu d'autres choses pour moi. Ils m'envoient un fax à l'époque. Non, vous rentrez en France, on a prévu autre chose pour vous. Et cette phrase, on a prévu autre chose pour vous, elle a eu un déclic, mais colossal. Ouais. J'ai réalisé que depuis que j'étais né, on prévoyait toujours pour moi. Et là, j'ai dit, mais ça va durer comme ça combien de temps? Où tout le monde décide pour moi à ma place, et je relis cette phrase plein de fois. Et donc, je décide de démissionner, de rester en Australie. Et là, ils étaient très fâchés. Et ils m'ont dénoncé à l'immigration australienne, qui est pas du tout drôle. Et je me suis fait expulser d'Australie. Donc, j'ai été migrant. Expulsé, migrant. Donc, et j'arrive à Roissy, pas très fier. Avec les menades et tout, non? Non, mais t'es expulsé quand même. T'es dans t'as quand même les affaires étrangères, t'as quand même l'immigration. Ils sont pas très contents parce qu'effectivement les relations entre l'Australie et la France sont réglementées. Il y a des visas, donc on te fait bien la morale. Mais t'es dans la position du migrant, du mec qui est illégal, quoi. Et ça aura une certaine importance dans ma vie après. Je suis assez sensible effectivement à la position des gens dans le monde et de cette situation des migrants entre guillemets ou des pas entre guillemets mais des frontières, de repousser les gens et tout. J'avoue que c'est quelque chose qui me touche beaucoup politiquement parlant, en tous les cas. Et donc je me retrouve en France et là je me dis c'est fini, on va plus décider pour moi. Et là, pour la première fois, j'ai et là c'est le hasard de la vie, hein. J'ai un garçon que j'avais rencontré avant de partir en Australie qui me dit on prépare un tour du monde en équipage, qui était le premier projet du Jules Verne avec Bruno Perron, et je me retrouve ingénieur à préparer ce bateau. Je partirai pas sur ce projet, je serais tellement déçu et en larmes de pas partir sur ce projet. Et c'est là où, au départ du Jules Verne à Brest, il y a cette main qui se pose sur mon épaule et c'est Laurent Bourgnon et ainsi de suite. Donc,
ça part effectivement Super. de très loin. Ok, bah c'est une super belle histoire en tout cas, avec le petit passage effectivement en Australie et la révélation que les gens décident à ta place, et finalement bah, cette chance de pouvoir découvrir le milieu comme ça. Euh, et du coup, même si t'es technicien, tu navigues. Enfin, Ah j'imagine ouais, que je t'es navigue. souvent Ouais, ouais. sur le bateau. Toi, tu dois avoir ton propre bateau et tout. J'ai pas mon propre bateau, mais je navigue. Je suis complètement passionné. Je suis même un petit peu excessif, c'est-à-dire que je suis complètement boulémique. Je suis J'arrive pas à le un, croire. un peu à ayatollah du truc. J'ai 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 une vie sentimentale et sociale quasiment pas inexistante à ce moment-là, mais non non, je suis assez je suis je suis pas très là à ce moment-là, je suis pas très équilibré. Hein. Là, c'est vraiment j'ai découvert que c'était ça et je suis complètement à 200% obsédé et je me nourris de ça et là la passion me dévore quoi. Et je me laisse dévorer par la passion à ce moment-là. Mais c'est tellement prenant et fort dans ta tête au niveau, c'est même chimique quoi. Quand tu sens que t'es Ouais. pris par une passion, qu'elle soit donc là, quelle qu'elle soit d'ailleurs, je pense que tu peux pas résister à te laisser envahir par ça et à être un peu jusqu'au boutiste ou à être un peu excessif quand t'es passionné, c'est sûr. Ouais. Et tu penses pas que c'est un passage obligatoire d'ailleurs, même pour toutes les personnes qui touchent la réussite des mains ou en tout cas qui arrivent à réaliser leurs objectifs. Tu vois, tu penses pas que et souvent quand l'objectif est très élevé, tu penses pas que c'est un passage obligatoire en fait de tout couper, de couper tout le reste et de vraiment de ne penser qu'à ça, tu vois. Moi j'ai du mal à penser que tu vois que tous les sportifs qu'on a pu citer ils trouvent l'équilibre en fait, tu vois. Moi j'ai du mal à y croire, tu vois. Et Non, c'est non, aussi vrai peut-être pour les ouais. grands entrepreneurs, les grands musiciens, les grands artistes. euh, je sais pas si je pense en tout cas que t'es obligé en fait d'être dévoré par ta passion pour aller justement jusqu'au bout des choses et pour surperformer entre guillemets, même si le mot performance n'est pas forcément adapté, mais pour se sublimer, tu vois, je pense tu penses pas qu'il faut que la passion te dévore justement pour se Si, si, sublimer? mais je pense t'es obligé d'être en tous les cas excessif. T'es obligé d'être Ouais, dans le parce que t'es obligé d'être d'être un petit peu au-delà que de la normalité. C'est pour ça que j'aime bien la normalité. J'aime bien le côté décalé ou quelquefois même la dissonance, le côté qui dérange ou qui fabrique la passion, parce qu'effectivement la passion elle est pas équilibrante. Oui oui, c'est le monde aujourd'hui qui voudrait que à la fois on soit tous pareils, égaux, parfaits ou non non, elle se situe dans le et, mais dans le et qui est forcé et pas dans le ou. Elle est dans un segment où tu pousses le bouchon un peu loin ou un peu trop loin d'ailleurs. Alors il n'y a pas de mesure et c'est ça qui rend de temps en temps la chose invivable pour les gens autour de toi. Ou je le reconnais, mais bon, t'as beau le reconnaître une fois que tu l'as dit ça, ben oui, tu le fais quand même ou tu vas jusqu'au bout. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. c'est et tu regardes à la limite que ça soit ton épouse, tes enfants, tes amis et tout, tu les regardes un peu avec ton regard enfantin où tu essayes de je suis plus dans l'état d'ailleurs d'essayer de justifier et j'ai tué un truc qui est très important pour moi, qui a été très important dans mon cheminement et qui touche à ce que tu viens de dire, c'est que quand tu es excessif, quand tu vas très loin, tout ça, de tuer le sentiment de culpabilité. Ouais. L'athlète qui va loin, qui est forcément à un moment donné égocentré, ou même l'artiste, hein, le musicien, Mhm. l'acteur, le machin, il a c'est quasiment pulsionnel euh, d'être excessif et d'aller trop loin, et il va engendrer un déséquilibre par rapport aux autres, et même quelquefois par rapport à lui-même. Et et tu peux être, dans nos sociétés, notamment judéo-chrétiennes, attiré vers
ce sentiment nauséabond qu'est la culpabilité. Et il faut tuer ça. Et la bonne question par rapport à la culpabilité, c'est à quoi te sert la culpabilité? C'est toi qui génères cette culpabilité et elle finalement te permet de ne pas répondre à certaines questions qui sont de sens pour toi et qui assument le fait que tu sois effectivement jusqu'au boutiste, excessif, mais aussi passionné. Mais tu remplis ton rôle parce que dans les gens qui t'inspirent ou les gens que tu peux inspirer, ta passion, dans la passion, il y a l'authenticité. Dans la passion, il y a une vérité qui ne mérite pas que tu puisses te mettre des barrières ou un contour. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et l'art, pour le coup, est souvent une représentation meilleure pour le justifier. Nous, athlètes, c'est vrai que c'est souvent dans le résultat, qui est quelquefois mal transcrit ou mal compris. Ou ça peut être aussi même quasiment une défaite, mais tous les moyens ou tous les efforts qu'il y aura mis. Et je n'ai plus de culpabilité, j'en ai pas, et je jouis aujourd'hui d'avoir été à certains moments excessif, voire été très proche dans mon sport ou dans mon activité. Tu peux aller jusqu'à être très proche de mourir et d'accepter d'être mortel, d'accepter de ne pas revenir. Et par amour, moi j'ai 2 enfants, Elliot et Jeanne, j'ai Cathy qui est à mes côtés depuis longtemps, et pour autant, oui, il y a des jours je mets ma vie en danger, il y a des jours, je me dis toujours que par amour il faut que je revienne, et que si je revenais pas, c'est que je les aimais pas assez, mais pour autant, comme un alpiniste ou comme comme je pensais à Guillaume Néry quand je pensais à ça, un apnéiste quand il descend, il va jusqu'au bout de ce qu'il est, et vraiment, et oui, il se met en danger. Et là, il y a quelque chose de plus fort que tout. T'es extrême, t'es extrême. Ouais, exactement. Ouais. Mais bon, le parrain de mon bateau, c'est Mike Horn. C'est Mike Horn. C'est vrai. Et c'est un garçon un peu excessif aussi. Mais qui je trouve joue bien son rôle. Je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il fait à l'échelle grand public, mais il joue bien son rôle de transmettre bien ce qu'il trouve ou ce qu'il recherche dans ce côté excessif. Et c'est un ami, et pour ça je le remercie, parce que nos conversations là-dessus, sur le côté extrême et excessif, se donne du sens quand même. Ouais. Alors que certains pourraient le traduire comme un non-sens. Au contraire, je pousse chacun et mes enfants notamment, à vivre à fond ce qu'ils ont dans les tripes, quoi. Il y a que ça qui mérite, et ça crée de l'authenticité, ça crée de la vérité, et ça crée finalement une certaine confiance dans les gens que tu croises, ou les gens qui sont dans ton cercle, des gens qui t'inspirent, mais aussi dans les gens que tu rencontres. Quand tu vas jusqu'au bout, les gens se disent, il est authentique, il est vrai, et du coup, ça génère de la confiance. Ouais, c'est clair. Mais puis ça attire aussi les autres personnes talentueuses, tu vois, à s'intéresser à ce que tu fais encore plus, quoi. Donc ouais, j'ai plus de mal avec la notion de talent. Là-dessus, le talent pour moi, c'est Jacques Brel qui disait ça. Le talent, ça n'existe pas. Il y a que du travail. Et pour moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est vrai. souvent on se cache, soit les gens qui n'ont pas voulu, sur le fait qu'ils disent, oh oui, mais lui, il avait du talent. Non, lui, il s'est arraché pour aller chercher ça, et pour le découvrir. Alors après, dans sa fragilité, ou dans une résilience, ou peu importe le mécanisme pourquoi il a trouvé la chose, mais je suis intimement convaincu. Alors ça, pour le coup, c'est universel, dans un domaine quel qu'il soit, que chacun peut trouver cette excellence, et ça peut être dans un truc. T'es pas obligé d'être mégalo
comme moi en construisant un trimaran de 32 mètres par 23 par 35. Euh, mais tu peux trouver l'excellence dans un truc où tu vas être sublime. Ouais. Ouais. Tout le monde, ouais, effectivement. Ça, je suis assez d'accord. Je pense que tout le monde ne peut pas être le meilleur dans toutes les disciplines, mais je Non. pense que chacun peut trouver sa discipline ou la construire dans laquelle il va exceller et s'épanouir à 200%. Et du Ça, je suis assez coup, d'accord avec. donner du sens à l'autre et à la fois trouver un Ouais, équilibre, de s'exprimer, même si on vient. C'est un peu paradoxal, je suis d'accord, hein, parce que on dit que quand effectivement on est excessif, on n'est pas équilibré, mais le sens que tu donnes et que ça envoie à l'autre, c'est ça qui t'équilibre finalement dans ton déséquilibre. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais et que chacun peut arriver à trouver finalement cette conversation avec soi et avec l'autre qui, dans son déséquilibre, s'harmonise. Et ouais, je plaide pour ça en poussant chacun. J'ai plein d'amis qui ont des vies pépères, machin, qui me disent mais oh, je sais pas comment tu trouves l'énergie et comment tu fais. Je dis mais j'ai aucun mérite. Quand je me réveille, je saute du lit tellement je croque le truc qu'il y a plein dedans et j'ai envie et j'ai l'enthousiasme machin parce que j'ai ouais. trouvé ce moyen de m'exprimer, mais cherche-le tellement tu vas voir que l'énergie, elle va s'auto-générer. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est un peu la quête de la vie, je trouve. Tu vois, trouver ce domaine qui va vraiment te faire vibrer plus que tout et dans lequel tu pourras te donner corps et âme et l'envie de briller, quoi. C'est ça que tu disais. Moi, Ouais, j'écoutais quelqu'un qui disait un leader, c'est quelqu'un qui est bon dans un domaine, mais pas assez. Enfin, comment il disait? Qui était bon, mais pas assez bon pour ne pas avoir envie de progresser. C'est ça ouais, et ah en ouais, fait, ouais, tu vois, du ouais. coup, tu as envie de progresser. T'es déjà bon, mais tu progresses toujours en permanence, Parfait. quoi. Mm. Et quand tu disais, souvent, en plus les latins, les anglo-saxons ont moins de mal avec ça. Mais quand tu brilles ou quand tu rayonnes, euh, l'énergie que tu donnes aux autres ou quand il est bien perçu ou quand il est bien exprimé génère lui-même un rayonnement qui va et c'est vraiment alors sans aller dans la théorie du ruissellement mais là, c'est plutôt les ricochets ou c'est plutôt quand tu jettes un caillou dans l'eau et ça fait des spirales et ça fait une Ouais, onde qui se répercute et qui continue. Moi je le vois là comme si j'y étais, je jette un caillou dans une mare et hop, ça crée d'un seul coup toute une onde qui va aller jusque sur les berges et qui va envoyer un message. Et c'est ça que j'ai envie d'être quand je suis athlète ou quand ce que je fais, ça fait bouger ou ça fait résonner ou ça fait. Et je parle de ça avec mes enfants. Là, je leur disais ça. Et je me souviens d'une anecdote. J'arrive du Tour du Monde, 49 jours, 3 heures. Donc première ouais. fois qu'un solitaire passe sous les 50 jours. C'est le record, Et ouais. C'était ouais, le ouais. record. Et donc autour de la planète, j'avais mis 5 fois à y arriver, 9 ans. Ma fille à l'époque, elle a donc 14 ans, 15 ans. Elle avait quasiment connu son père que en temps, enfin, essayer ce tour du monde, échouer, rentrer avec les bottes lourdes, triste. Ben voilà. Et ce jour-là, je suis à quelques jours d'arriver. Sa maman l'appelle en lui disant écoute, papa va arriver, ça va enfin réussir. On te paye le billet d'avion parce qu'elle était partie faire un an aux États-Unis pour en échange avec une famille. Et D'accord. puis elle dit à sa maman bah, écoute, j'ai bien réfléchi mais je crois que je vais pas revenir. Parce que ce que papa il m'a appris en faisant tout ça, c'est qu'il faut que je cherche et que je trouve mon propre sillage et mon propre voyage, et que si je rentre, j'aurais l'impression de pas avoir compris ce qu'il m'a dit. Non mais D'accord. quel effet ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Et si j'avais fait Ouais. tout ce tour du monde juste pour envoyer ça, qu'effectivement que chacun, et notamment elle, elle trouve son chemin, où elle trouve, j'avais gagné, quoi. C'est le plus beau trophée que j'ai jamais eu. C'est vachement beau en tout cas. C'est vachement beau. Mais du coup, bah, ça m'intéresse vachement de pouvoir parler un petit peu de justement de cette période où, comme tu le dis, tu rentrais souvent avec les bottes lourdes et t'as essuyé quelques
quelques tentatives échouées. Mais énorme. Quelques, excuse-moi. T'as devant toi, t'as devant toi l'athlète qui a le plus échoué sur ce projet. J'ai tenté 5 fois. La première, j'ai touché un iceberg sous l'Afrique du Sud. La deuxième, on a fait une erreur technique et le bateau, une partie du bateau s'est arrachée à l'avant et je suis rentré et là c'était hyper lourd parce que c'était une responsabilité technique de notre projet. La troisième tentative, j'ai fini, mais il me manquait, je crois que c'est quelque chose comme 18 heures sur 2 mois de course. Et la fois d'après, il y avait un champ de glace devant nous et j'ai abandonné. Je suis rentré sans avoir effectivement battu le record. Et d'ailleurs, cette tentative-là où j'ai abandonné, qui a été la plus difficile, la plus lourde et la plus difficile à accepter, parce que pour un athlète abandonner, c'est sans doute la même chose pour un enfant d'être abandonné. Ça a généré finalement une conversation avec Jacques Gamblin, qui donnera après une pièce de théâtre et qui fera un livre. Je parle à un homme qui ne tient pas en place et qui finalement me traduira cette lourde période de ma vie en me disant que c'est ce chemin-là qui finalement aura construit sans doute toute cette histoire. Et quand au bout de la 5e tentative, au bout de 8 ans, faut avoir aussi, on parlait de Sodebo tout à l'heure, mais une famille incroyable pour y croire pendant 8 ans. Avoir des gens autour de toi et qui t'entourent et qui financièrement, comme dans leur intellect, dans leur passion, dans leur compréhension, te suivent et te font confiance pendant 8 ans. Mais moi, c'est ça qui fait la vie, le sucre de la vie. Il faut se rendre compte de ça. Et il faut chercher et trouver ces gens qui te font confiance, qui pendant 8 ans, effectivement, se disent, il peut y arriver. Pour autant, un des moments les plus terribles que j'ai eu à traverser avec Sodebo et en tant qu'athlète, c'est la route du Rhum où j'avais fait un bateau qui était, alors ce serait une trop longue histoire de raconter d'où vient ce bateau, parce que c'était avec Olivier de Kersauzon avec qui j'avais fait mon premier tour du monde. Donc très initiatique, personnage emblématique s'il en est, très charismatique, très difficile à comprendre, mais finalement assez intéressant et assez poétique. Et voilà, pour la route du Rhum, première nuit, je suis en tête face à Loïc Perron. Je peux remporter la route du Rhum et je percute un cargo de nuit dans une grosse tempête. Le bateau change de trajectoire, je le percute et tous nos efforts. Un cargo carrément. Un cargo, ouais. C'est un cargo, c'est un immeuble de 5 étages qui t'arrive en pleine nuit à pleine vitesse et le choc est à la fois physique et violent. Et je ramène mon oiseau, mon bateau à Roscoff, tout cassé. Et là, avec le sentiment d'avoir trahi une équipe, alors on revient sur la culpabilité, mais aussi d'avoir échoué en tant qu'athlète une nouvelle fois, d'être mais qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi ça m'arrive encore, qu'est-ce que c'est que cet événement de merde, qu'est-ce qui va pas chez moi, enfin il y a tout qui revient, il y a et là tu vas jusqu'à la petite enfance, et là Patricia Brochard, cette femme incroyable de chez Sodebo qui est à l'arrivée, qui est assez froide au départ, et qui me dit mais écoute, c'est une désillusion terrible pour nous. Dès la première nuit, en tête et tout. Nous, on veut bien, on a décidé entre nous trois et les 3 sœurs de continuer à être à tes côtés à condition que tu acceptes de te faire aider. Et là, la dimension de l'aide extérieure, de la préparation mentale est très nouvelle chez moi, voire un petit peu tabou jusqu'à présent. Et elle ouvre cette porte-là pour moi. Et quelque part, elle me l'impose, et ce sera sans doute dans un événement aussi douloureux, aussi dramatique, aussi tragique, peut-être un tournant qui fera qu'après, effectivement, je battrai le record autour du monde, l'Atlantique Nord, la Jacques Vabre avec Jean-Luc, Nélias, et qui sera un vrai déclencheur
d'accepter avec Lynn Burnett, une néo-zélandaise, de travailler sur moi en prépa mentale et d'accepter l'autre, d'accepter que ce que moi j'avais appris dans mon enfance, ce côté très judéo-chrétien ou le gnotisséoton comme ils appellent en grec, le connais-toi toi-même, qu'à un moment donné, l'issue, la problématique ou ce que tu as comme adversité pendant toutes ces années, elle peut venir d'une conversation ou en tous les cas de techniques qui sont initiées par d'autres et qui posent les bonnes questions et qui t'imposent toi d'y répondre. Eux, ils répondent pas, mais et j'avoue que je rentrerai dans cette prépa mentale un peu de façon timorée, voire effectivement, j'avais peur du gourou, j'avais peur de la personne dont je serais dépendante, et elle m'aura libéré incroyablement. Donc je dis haut et fort aujourd'hui que oui, à tous les niveaux, l'athlète a besoin des autres, même s'il est égoïste, égocentré, il va chercher des ressources au fond de lui au bout du compte, mais l'autre est indispensable. L'autre est la seule issue et la seule solution possible au succès ou à la performance, c'est de s'offrir à l'autre et d'être capable non seulement de recevoir, mais d'accepter que effectivement il n'y a pas d'autre issue. Et dans la vie qu'on est en train de mener ou dans l'époque qu'on est, je pense que c'est ça. Le chemin qu'on est en train de mettre, le bateau dans lequel on est en train, la planète sur laquelle on est. Le Covid nous a recentré sur la santé, mais le sujet numéro 1 qui est sous-jacent derrière tout ça, c'est qu'on est sur une planète bleue qu'il faut qu'on partage à nous tous. Et cet environnement, comme la santé, tout ça, sont des moyens, et des moyens de quoi? De vivre ensemble. C'est tout. Hein. Le reste, c'est du blabla. Hein. Le reste, c'est un moyen, mais pas une fin en soi. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Mais je voulais, je reviens un petit peu sur peut-être sur un sujet un tout petit peu moins philosophique, mais comment est-ce que ça se prépare un record de tour du monde? Toi, du coup, la préparation, tu connais, vu que tu l'as fait. Comment? C'est quoi? C'est un matin, tu te lèves et tu te dis, ok, je vais faire ce projet, et puis tu fixes une date et tu te dis, bon, bah voilà, dans 2 ans, je pars et je dois le faire. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ce délai de temps où tu as décidé de le faire? En fait, j'ai du mal à réaliser, en fait, la logistique qu'il y a derrière, l'organisation. Comment est-ce que ça se prépare? Est-ce que toi, du coup, tu dis que tu fais un coach mental, mais est-ce que tu t'entraînes aussi physiquement? Est-ce que le but, c'est de naviguer le plus possible? Je te pose la question parce que tu vois, il y a beaucoup d'auditeurs qui font de la course à pied et tu vois aujourd'hui, que ça soit un athlète vraiment le recordman du monde sur marathon et on va dire un praticien à un très bon niveau de marathon mais qui reste amateur. Grosso modo, ils vont avoir un plan assez similaire, tu vois. Ils ont la seule chose qui va changer, c'est les temps, mais en termes de volume de travail, ils vont faire à peu près quelque chose d'assez similaire. Mais dans la voile, je vois pas du tout, tu vois. Comment est-ce qu'on se prépare à faire un record? Alors, je pense qu'on est très 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 atypique. On est la première chose, c'est que c'est un sport mécanique. Donc, tu as un support sur lequel tu vas naviguer et qui va remplir un tour du monde en amont. C'est quasiment 4 ans de travail. D'accord. Okay. Dans lequel tu vas mener une conception, une construction, une mise au point du support technique et pendant laquelle tu vas nourrir une équipe parce que tu es à l'origine du projet technique souvent. Et moi j'ai sur ce nouveau bateau insufflé une décision qui me ressemblait par rapport à l'époque dans laquelle on vit. J'ai décidé qu'on n'allait pas faire appel à un architecte. Parce que j'avais eu cette phrase incroyable de Michel Serres qui m'avait dit méfie-toi des sachants. Et effectivement, la période actuelle,
est pour moi d'une richesse incroyable parce qu'elle génère l'esprit collaboratif ou encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au quatuor ou par rapport à la multiplicité des idées possibles. Et donc j'ai créé un groupe avec 8 ingénieurs, enfin pas que des ingénieurs d'ailleurs, et où on s'est mis autour d'une table et pendant 6 mois on a conceptualisé un nouvel engin qui va nous amener d'ailleurs à faire un bateau avec un cockpit à l'avant du mât. Ok. Donc un truc, c'est une vraie performance technologique. Ouais, un truc complètement ouf qui n'a jamais été fait avec un parti pris incroyable au niveau technique et où l'innovation, le oser, là tu mets toutes tes tripes et tu as une feuille blanche au départ et là c'est à la fois extrêmement jouissif, extrêmement angoissant, extrêmement stressant d'avoir une feuille blanche et d'investir autant de temps, d'argent et de moyens pour pondre un engin qui va te correspondre et qui va à terme te propulser. Et il va falloir quasiment 2 ans pour le construire, cet engin. Et pour autant, la technique, et c'est ça qui rend l'époque pour nous merveilleuse. On est là les nouveaux navigants ou les navigants de notre époque. Non pas qu'on soit meilleur que ceux d'avant, mais on est à la conjonction d'une époque extraordinaire où la technologie, la technique, le collaboratif nous offre la possibilité que les idées ou l'imagination convergent avec ce qu'il est possible de faire. Et moi, le bateau que je voulais faire là et qu'on a fait aujourd'hui avec Sodebo, c'est un bateau, et la phrase que j'avais employée, parce qu'il fallait que je trouve un moyen d'exprimer ça en une phrase, c'est un bateau qui va aller plus vite que le temps qu'il fait. Ok. Pas que le temps qui passe, hein, je te rassure, je vieillis et comme tout, mais que le temps qui fait. C'est-à-dire nous on a créé un bateau qui va plus vite que le vent en utilisant le vent. C'est-à-dire que comme il décolle de l'eau et qu'il se met à voler, il a moins de friction dans l'eau et il arrive à générer plus de force que le vent qui existe parce qu'effectivement, il crée un vent apparent comme quand tu avances avec une voiture et je l'additionne au vent réel et j'arrive à aller plus vite que le vent. Et donc en allant plus vite que le vent, je peux non seulement partir avec une dépression qui me pousse, mais je rattrape celle qui est devant moi. Et donc je vais plus vite que le temps qu'il fait. Contrairement à un piéton qui finalement se fait rattraper par une dépression ou une tempête, elle lui passe dessus, puis il va attendre la prochaine. D'accord. Et donc il y a cette phase-là qui dure environ 2 ans et demi. Et après, tu as entre quelquefois c'est 6 mois, quelquefois c'est un an de mise au point où tu vas essayer effectivement d'enchaîner le maximum de navigation pour éprouver le bateau, mais aussi le comprendre. Et toi, comme un coureur à pied, prendre la mesure du fonctionnement du bateau, de sa technicité, de sa difficulté. C'est souvent une alchimie entre être très bien préparé physiquement, et ça veut dire que pendant la construction, il faut que tu continues à avoir une vie d'athlète. Et aujourd'hui, je m'entraîne 4 à 5 jours par semaine. C'est entre course à pied, vélo, rameur. Je suis pas un super adepte de la musculation, mais pour une raison précise, c'est que moi, j'ai pas intérêt à prendre de la masse, parce qu'après, dans mon activité, le plus important finalement dans ma préparation, c'est ma capacité de récupération et notamment de gérer mon sommeil. Le sommeil et donc plus je suis musculeux, plus j'ai besoin d'oxygène pour alimenter mon muscle et plus je le consomme et moins je récupère vite, et donc j'ai besoin d'être plutôt quasiment toute ma préparation physique ou quasiment tout mon schéma physique et mental, il est lié à ma faculté de récupération et donc à la capacité que je vais avoir une fois sur l'eau à gérer mon alimentation, mon endormissement, parce que le plus dur sur un bateau, c'est pas de dormir ou de ne pas dormir, c'est de s'endormir. Quand le bateau il est à fond, quand t'es de nuit dans les vagues, t'es sous pilote automatique et que tu te dis dans 3 heures ou dans une demi-heure ou dans 1 heure, j'ai une grosse manœuvre à faire, faut que je sois super au top, il faut que tu ailles t'allonger et de trouver mentalement la ressource pour arriver à complètement te relaxer et à arriver à t'endormir. Et là, tu as 25 minutes devant toi. Je peux pas dormir tellement plus que 25 minutes d'affilée.
25 minutes, c'est pourquoi? C'est qu'après, je tombe dans un sommeil profond, comme tout le monde, et que là, c'est très difficile pour moi de me réveiller et d'avoir la capacité explosive à être de nouveau très actif. Et en plus, 25 minutes, c'est quasiment mon horizon. Je te parlais de percuter un cargo. Il y a des endroits, c'est moins de. J'ai percuté un cargo parce que dans la Manche, hein, c'est quelques minutes, c'est quelques. Et donc pour moi et d'ailleurs les nouveaux athlètes aujourd'hui, plutôt que de se charger énormément en masse de travail ou en temps de travail ou en temps d'entraînement, ils sont revenus beaucoup à partir de la récupération, du temps de récupération, et après d'y adapter un temps d'entraînement pour que le jour J, à la période dite de la compétition, il soit au top, notamment en termes d'explosivité. Le sport moderne s'intéresse de plus en plus à ça. Et après, c'est ma capacité de concentration pendant mon activité. J'ai énormément d'informations qui arrivent. J'ai des milliers de chiffres qui me passent sous les yeux. Ça bouge tout le temps. Le bateau, il bouge tout le temps. L'évolution lui bouge tout le temps. Je suis dans une météorologie qui bouge tout le temps. J'avance dans l'espace et dans le temps. Et toute cette problématique au niveau intellectuel, elle est pas si simple à faire. C'est pas qu'un match de 90 minutes, ce soit pas difficile à faire, mais en football, t'es concentré 90 minutes. Là, t'as 50 jours, quoi. Là, j'ai 50 jours à être concentré et à savoir comment je gère cette concentration, sachant que, comme je dors pas beaucoup, j'ai une perte de vigilance. Comment je gère cette perte de vigilance? Comment je m'auto-diagnostique sur cette perte de vigilance? Quelle routine je mets pour m'auto-diagnostiquer sur cette perte de vigilance? Et ça, c'est à la fois passionnant, mais c'est à la fois beaucoup d'entraînement en amont de la compétition. Par exemple, je me sers, je me sers par exemple des besoins primaires. Je mesure le nombre de fois où j'ai mangé, le nombre de fois où j'ai bu, le nombre de fois où je me suis lavé, le nombre de fois où je me suis endormi, le temps que j'ai mis à m'endormir, pour qu'effectivement dans ces rituels, et on revient finalement aux besoins primaires de comment je prends soin de moi. C'est ce qui me permet de savoir si par exemple je me suis pas lavé une journée, j'ai un petit signe que psychiquement je suis un peu dépassé, ou j'ai pas bu autant que d'habitude, j'ai pas fini ma ration journalière, j'ai des petits sacs journaliers dans lesquels j'ai toute ma nourriture de la journée, et si à la fin de la journée j'ai pas tout mangé, c'est que j'ai été perturbé, c'est que j'ai pas mangé le nombre de calories jour que normalement on avait prédit que je mangerais, et je suis pas en danger, mais c'est une première alerte, et ainsi de suite. Je cumule tout ça, et j'ai une petite corbeille où je mets tout ce que j'ai pas mangé. Si à un moment donné, il y a des tours du monde où je rentrais avec quasiment 10 jours de bouffe, ça veut dire que j'avais occulté pendant 50 jours 10 jours, ce qui est catastrophique. Je perdais 12 kilos. Et 12 kilos. Ouais. Pourtant, tu consommes, tu mangeais, tu prévois énormément, non? Parce que tu as une dépense calorifique qui doit être monstrueuse. Je suis aux alentours de 5 à 6 000 calories jour. Ouais, c'est dingue. Et pareil, je me fais aider par rapport à ça. Et c'est vrai que souvent, un peu comme un cosmonaute qui est relié à Houston, il me demande ce que j'ai mangé, ce que j'ai bu, et il note. Et c'est vrai que c'est un sport qui est de plus en plus aussi comme les sports modernes d'aujourd'hui. On est soumis et on est extrêmement j'allais dire, parce que de temps en temps j'aime pas trop ça, mais je m'y suis habitué, et finalement c'est rentré dans mon monde. On est un peu fliqué, c'est-à-dire que je suis en tous les cas je suis évalué tout le temps, parce que le bateau il a une performance intrinsèque, et on prévoit que le bateau demain il va falloir que j'ai fait 600 000 ou 700 000, ce qui est une très longue distance, et si j'ai pas fait mes 700 000, on va débriefer pourquoi. Et donc, c'est un peu comme tu parlais d'un marathonien. Lui, il a son temps au kilo, enfin au kilomètre. Et un cycliste, il va avoir les watts qu'il est capable de produire. Eh bien, nous, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 50 jours.
j'ai des gens qui, à travers le bateau, m'évaluent et évaluent ma performance. Donc c'est à la fois une discussion quand même, parce que je leur répète souvent que c'est la théorie, elle est ce qu'elle est, et je suis quand même, je suis, et ça je peux pas me couper de ça, quand même mon intuition, ma sensation, ma relation, comme je disais au tout début, le contact que j'ai avec ne serait-ce que le vent sur le visage, la nature qui m'entoure, une vague, elle est jamais modélisée comme elle était prévue. Donc ils pourront jamais me prédire ou me projeter dans quelque chose qu'ils auront pas vécu. Et ça, c'est la magie quand même de ces voyages ou de ces compétitions ou de ces records ou de ces courses qui finalement ne sont jamais comme était prévu la théorie. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Il y a un autre record qui a suscité ma curiosité, c'était celui des 24 heures. Du coup, vous avez le record en fait de la plus longue distance parcourue en 24 heures, c'est bien ça? Ouais, je crois que François il l'a battu depuis, mais oui, c'est une distance emblématique parce qu'elle parle bien quoi. Ouais. Et c'est 800 000 en C'est 24 700. heures. Alors Ok, ouais. et cette barrière, c'est un peu comme à l'époque des pionniers de l'aviation où ils passaient Mach 1, Mach 2, Ouais. et on se défie à des paliers comme ça ou à des Ouais, des seuils un petit peu qu'on des pense infranchissables et exactement. qui, ouais. Voilà, et qui tombent Mais, et qui deviennent emblématiques à un moment donné, qui correspondent à une époque. Et j'aime bien que finalement ces records, elles ponctuent une époque. ouais, Et elles ressemblent à une époque. ouais, Et moi, exactement. je suis très enthousiaste sur l'époque qu'on est en train de vivre. Je peux comprendre qu'elle soit difficile, complexe, mais je suis je suis fasciné par notre époque. Je suis inspiré par toute notre époque, même dans la fragilité qu'elle vient de traverser et qu'elle traverse encore, même avec effectivement avec toute cette problématique, ces nouvelles. Et un record pour moi, il a ce sens-là de la ponctuer à un moment donné et de montrer l'évolution par rapport à une autre époque. Ok. Mais moi, la question que j'avais un petit peu par rapport à ça, c'est que tu dépends, pour ce type de record, en tout cas, tu dépends beaucoup de la météo. Ouais. Du coup, comment est-ce que tu le prévois? Ça se regarde, vous passez du temps en amont pour regarder la météo et essayer d'évaluer en fait quelle serait ou de prédire, je sais pas, quelles seraient les meilleures 24 heures pour le tenter. Comment est-ce que tu choisis aussi l'endroit sur le globe où tu vas le faire? Parce que Ouais. il n'y a pas le même climat. Comment du coup vous choisissez l'heure, le lieu et comment est-ce que ça se profile ce type de record? Ah là, un record des 24 heures, quasiment le plus difficile à mettre en œuvre parce D'accord. que tu as bien compris le système. Il faut choisir un endroit sur la planète qui va t'aider, entre guillemets, ou qui est le plus propice. Dans notre hémisphère nord, c'est quasiment dans le Gulf Stream, donc c'est entre les Bermudes et puis les Açores. Là, il y a un tronçon, il y a un courant, quelquefois de 1, 2 ou 3 nœuds. Nous, on parle en nœuds en mer. Ouais. Donc c'est comme si tu étais un peu sur un tapis roulant. Faut essayer de faire coïncider ça avec une dépression qui va se créer sur les États-Unis et qui va traverser l'Atlantique en quasiment 3 jours. D'accord. Donc il faut qu'elle aille au moins aussi vite que ce que tu veux aller. Et en fait, nos bateaux aujourd'hui, comme ils vont plus vite que le vent, c'est pas si simple à trouver. Donc on regarde, on Ok. passe des heures et des heures à regarder des modèles numériques, à regarder sur les cartes. Mais c'est de plus en plus documenté. Mais moi, en plus, j'adore ça. En fait, regarder des cartes Ouais. météo, aller regarder des photos sat, comprendre comment ça marche, la relation et la climatologie en général m'emmène et je passe des nuits. Hein, je dors pas beaucoup. Ouais, ça doit être Euh, passionnant, ouais. ah ouais, dans notre époque, il y a ça. Et on a compris que finalement, dans la météorologie, dans la climatologie,
il y avait un enjeu énorme pour comprendre les phénomènes qui étaient en train de se passer en ce moment sur le réchauffement climatique. Et du coup, c'est très documenté, c'est très analysé. Et on y contribue d'ailleurs parce que nos bateaux, c'est un peu des grandes bouées, et souvent toutes les données qu'on enregistre, on les envoie à des organismes qui alimentent ces bases de données pour recaler des modèles et tout. Et ça me plaît d'être un peu une toute petite pierre poussière dans ce monde-là. Ok, génial. Je vais aller un petit peu plus vite là sur la fin parce que je vois que la petite famille s'impatiente, mais puis en plus on a pris le temps et c'était vraiment passionnant. Mais il y avait une question que je voulais te poser parce que je pense que t'es sûrement une personne qui doit avoir une réponse très intéressante par rapport à ça. C'est sur le futur de la voile. J'interroge pas assez souvent les sportifs sur le futur de leur sport, mais bon, peut-être aussi parce que moi, peut-être que je manque un peu de vision par rapport à certains sports, mais en tout cas, j'ai l'impression que dans la voile, tu vois, en l'espace de 30-40 ans, j'ai l'impression que ce sport s'est énormément professionnalisé, qu'il a profité d'énormes avancées technologiques, et on le voit, puisque, alors, dis-moi si je me trompe, mais de mémoire, ça fait 5 ou 6 ans que les bateaux commencent à voler avec un foil, c'est ça? Et que vous arrivez du coup à, comme tu le dis très bien, à aller plus vite que le vent, ce qui peut paraître quand même très contre-intuitif pour les gens qui sont pas familiers avec ça. Mais tu vois, toutes ces révolutions, on voit que ça va de plus en plus vite. Où est-ce que ça nous mène et selon toi, de ton intuition, c'est quoi la future grande étape qui pourra passer un petit peu la voile, je sais pas, à l'étape supérieure? Comment est-ce que tu vois ton sport en fait évoluer? Mais en fait, j'ai envie de comparer ça aux langues mortes et aux langues vivantes. Je pense que la voile est un des sports qui pourrait être la plus comparée à une langue vivante, c'est-à-dire une langue qui a effectivement, je préfère le mot évolution que révolution. Souvent, je me méfie du mot révolution, mais qui a énormément, comme tu le dis, évolué en 10 ans ou 15 ans, qui a divisé les temps de parcours autour de la planète en deux, qui a la conjonction et qui s'alimente ou s'intéresse et comme c'est très complet et complexe le monde de la voile aujourd'hui, notamment la course au large, mais pas que, elle s'est nourrie, elle est en veille technologique, elle est en veille émotionnelle de toute une époque qui est fabuleuse pour elle, et notre époque est bénie des dieux pour effectivement se nourrir de tout ça. Et on n'est qu'au début pionnier de cette synthèse où chacun finalement, on le voit là, dans les nouveaux bateaux qui sortent, chacun sort une nouvelle forme, un nouveau sujet, ça va jusqu'au pilote automatique quand on est en solo, qui utilise l'intelligence artificielle, tout ça. Et j'ai l'impression d'être vraiment aux années 50 de l'aéronautique. On est vraiment qu'au début. Et encore une fois, je suis super enthousiaste parce que je pense que ça va même me donner le sens qu'il va y avoir, par exemple, pour les prochains Tours du Monde. Et nous, on est là-dessus avec Sodebo. On va sans doute réussir la gageure de faire le Tour du Monde sans énergie fossile. C'est-à-dire qu'on va rendre un bateau comme le nôtre Sodebo, là, il sera capable, avec de l'hydrogénératrice, c'est-à-dire une petite hélice qui est dans l'eau, une éolienne ou deux, de produire de l'eau douce avec l'eau de mer, puis après d'extraire l'hydrogène et de consommer l'hydrogène pour que finalement et finalement c'est quasiment le rêve ultime de ce qu'on essaie tous de chercher sur l'énergie qui sera l'enjeu de demain, et on est des satellites ou on est des prototypes de la conception de cette évolution vers l'énergie, et c'est vers ces tendances-là que la voile finalement va propulser le monde de demain et son monde à elle, mais aussi le reste du monde. C'est vers ces évolutions-là que je pense qu'on va tendre dans les années qui viennent. Et encore une fois, comme une langue vivante, pas une langue morte. J'ai peur pour certains sports qui sont restés soit sur des règles, soit sur des concepts qui, on l'a vu là, avec les événements de ces derniers mois, sont tout de suite très fragiles, ou sur des modèles
qu'on pensait immuables ou indéboulonnables ou sur des modèles, et qui d'un seul coup deviennent fragiles, voire qui perdent pied ou qui pourraient être mis au banc ou s'arrêter tout simplement. Et alors que le terrain de jeu de la planète qu'on a nous, le terrain qui est la mer et les océans autour de nous, qui est un enjeu fondamental aussi. Le fait que à la fois on soit suivi par un public mais qu'on n'ait pas de stade, on est complètement hors norme par rapport à ça. C'est sûr que notre modèle économique est fragile comme tout le monde et peut-être même encore plus. Mais pour autant, il s'intègre, je trouve, dans une connexion avec notre temps, où je lui vois un avenir. Et je te le disais au tout départ, je pense que les femmes vont intégrer notre sport parce que ça va devenir de plus en plus pointu en termes de réflexion et de l'adaptabilité qu'il faut, l'humain qu'il faut pour traiter toutes ces informations, tout ça. Et je reste persuadé depuis toujours que elles sont bien meilleures que nous dans cette faculté-là, et que le physique va devenir moins physique et qu'il faudra être encore une fois pour la résistance au sommeil, pour la résistance générale, la récupération et surtout le mental. Et donc c'est les deux grands facteurs ou trois facteurs que je vois rendre notre sport dans les années à venir très riche et auquel je prédis encore un bel avenir. Ok, génial. Écoute, merci beaucoup Thomas. C'était hyper intéressant d'avoir ton point de vue sur cette question. Tu vois, j'étais curieux. Je me suis dit tiens, allez, je la tente. Des fois, ouais, bien. Il y avait d'avoir avoir un peu de vision et c'est vrai que je me suis un peu passionné effectivement. De retracer un peu l'histoire de la voile là ces 50 dernières années et je vois que ça évolue à une vitesse folle et j'étais très curieux d'avoir ton point de vue et effectivement sur l'aspect énergétique et peut-être aussi l'aspect du genre. Effectivement il y a beaucoup d'évolutions possibles et c'est hyper intéressant en fait d'avoir un sport qui est au cœur de la technologie et de voir en quoi en fait vous êtes des expérimentateurs en fait de potentiellement de révolutions technologiques qui j'espère pourront avoir de super vertus pour d'autres industries, d'autres sports, et d'autres applications. Donc c'est vraiment génial. Écoute, j'ai mes petites questions de la fin. On va je garderai le mot expérimentateur, ça me va carrément. Je suis fan de l'étiquette. Mais c'est vraiment ça, je trouve. Vous êtes un peu mais vous êtes un peu voilà dans un laboratoire, de science et c'est vraiment génial quoi. C'est passionnant. Moi qui ai fait une école d'ingénieur, tu vois, et finalement ça me plaît quand même un peu de comprendre, tu vois, comment ça fonctionne techniquement et la technologie c'est quelque chose qui m'attire naturellement quoi. Donc j'imagine que ça doit être hyper stimulant. Écoute, je pourrais pas te poser toutes les questions de la fin parce que sinon je vois ma femme qui me regarde des gros yeux et j'allais bientôt faire la cuisine. Et c'est bien. Bravo. J'ai passé un super bon moment, mais je voulais poser quelques questions quand même. Ouais, exactement. Ouais, tous les jours. Et je voulais quand même t'en poser quelques-unes. Il y en a une que j'aime bien notamment, c'est de savoir comment est-ce que tu te vois dans 10 ans. En fait, pas facile, hein. Non, parce que j'avoue que je suis pas quelqu'un, je me suis jamais vraiment projeté en fait. Je sais pas que je veux pas répondre à la question, hein. C'est que je suis tout le temps en fait assez émerveillé de la tournure qu'a pris depuis le début ma vie. Et j'avoue que en fait ma vie a beaucoup plus d'imagination que moi. Sans me laisser porter ou sans me laisser, parce que j'ai l'impression de l'avoir entre mes mains et de décider et d'être assez moteur, je me rends quand même compte que j'aurais jamais imaginé de me retrouver où je suis, à ce que je fais et comment je le fais. Il y a peut-être encore 10 ans ou encore moins 20 ans et encore moins 30. Ça c'est sûr. Que
les rencontres m'ont fait prendre des décisions m'ont fait faire des rencontres, et c'est un cheminement quasiment permanent comme ça. J'aurais envie de continuer à naviguer longtemps, parce que c'est ce qui aujourd'hui me physiquement, intellectuellement, moralement, en sensation, tout m'équilibre et m'enthousiasme j'ai trouvé mon harmonie avec ça. Est-ce que ça sera encore longtemps en compétition? Je le souhaite. Quand ça sera plus en compétition, je pense que j'irai le faire de mon côté, en allant soit dans le Pacifique, soit en Antarctique, soit je continuerai. Alors, ce que m'aura pas laissé la compétition le faire, m'arrêter, peut-être plus profiter, parce que quand on est athlète, on voyage, mais on voyage un peu comme des valises. On voit pas tout, on voit pas grand-chose. Mais j'ai une passion pour la montagne, et je voudrais pouvoir aller en montagne plus souvent, et je me suis découvert depuis une dizaine d'années cette vraie passion de grimper, d'aller haut, ou de rebrousser chemin quand j'y arrivais pas. Il y a une dimension spirituelle qui me plaît beaucoup dans la montagne, et que je retrouve en mer. Donc je voudrais créer des moments, parce que c'est à moi de les créer, pour attirer mes enfants, mes amis, et les gens du cercle des gens qui m'inspirent, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour continuer à les voir et avoir nos conversations. Donc c'est à moi de me bouger et de les attirer, ou de leur donner envie d'eux, pour que continue à avoir cette spirale dans laquelle je vis aujourd'hui. Ok, génial. Écoute, merci Thomas. Pour clôturer, je demande un petit peu aux invités de passer le micro à quelqu'un qui les a impressionnés, et un autre sportif qu'ils aimeraient bien écouter sur ce format d'interview. Du coup, si c'était ton cas, qui est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer? Spontanément comme ça. T'en as dit plein en plus. Ouais, Fabien Galtier, c'est un monsieur qui me nourrit beaucoup. Je suis, il a tout ce que je trouve dans un athlète accompli, d'humain et de fabuleux. D'accord. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je rêverais de la rencontrer pour donner une deuxième personne. Si j'aurais Fabien Galtier ou peut-être Tony Estanguet, qui sont ceux que j'ai rencontrés aux Étoiles du Sport, et qui ont été fantastiques avec moi à des moments justement critiques. Et les Étoiles du Sport, pour ça, tu devrais aller les voir ou les rencontrer, ou te faire inviter, parce que c'est un vivier, mais c'est fantastique, cette idée des Étoiles du Sport de transmettre entre athlètes, là, c'est fantastique. Et c'est pas du tout une athlète, celle dont je vais parler, mais je suis en recherche, depuis que Michel Serres nous a quittés et m'a quitté, d'un philosophe ou de quelqu'un dont j'ai besoin par rapport à ça. Et Cynthia Fleury est une personne qui m'inspire beaucoup, et que si tu l'interviewais, je ne manquerais pas d'aller l'écouter, et de voir comment tu auras réussi à lui faire son introspection, comme tu as fait avec moi aujourd'hui. Écoute, ça sera un tout autre registre, mais pourquoi pas essayer, tiens, pourquoi pas. Si elle fait un peu de sport, on peut peut-être trouver des connexions. C'est mon choix de cœur, parce que je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, juste avant les événements du Covid. J'étais avec le 15 de France. Je sais pas si tu l'as déjà rencontré, ou si tu l'as vu. Pas du tout. Je suis pas du tout en contact avec lui, mais écoute, ça ne saurait tarder maintenant. Maintenant que tu m'en as parlé chaleureusement. J'ai ses coordonnées, tout ça, je peux te les envoyer.
Oula, bah écoute, on s'avance pas trop, mais écoute, c'est Ouais. avec grand plaisir, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd comme tu l'imagines en tout cas. Mais je suis ta recommandation à 2000% en tout cas. Euh, Merci beaucoup Thomas. Où est-ce qu'on peut demander aux auditeurs de te suivre s'ils veulent suivre un petit peu ton actualité, en savoir plus sur Alors, toi. Où est-ce qu'on les redirige? Sodebo, ils ont un super site qui suit ça quasiment quotidiennement, en tous les cas, qui font vraiment un boulot formidable par rapport à ce qu'on vit et ce qu'on vit ensemble. D'accord. Ils peuvent aussi venir à Lorient. C'est des bateaux incroyables à voir hein, et à venir voir. Ouais. C'est Je vrai. te lance l'invitation. Je te provoque même. Viens voler un jour avec nous. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'essayer. Bah ça marche. Bah écoute, avec grand plaisir. Franchement, avec grand plaisir. On en reparle. J'ai ton numéro. On en reparle. On en reparle Ça avec marche. grand plaisir. Super. J'adore. Ça me fait vivre des moments incroyables. Bah écoute, merci beaucoup Thomas. C'était vraiment un grand plaisir. On a exploré, on a expérimenté, on a réfléchi, on s'est replongé plongé des années en arrière. C'était vraiment un grand moment pour moi. J'ai passé un super moment. Donc j'espère que c'était vraiment un plaisir partagé. Merci. Et écoute, merci infiniment. Je suis, tu vois, tu m'as pris comme t'arrives à chaque fois à le faire par cette conversation en fait, je sais pas comment tu fais pour réussir à nous mettre, parce que je l'avais déjà pressenti dans les autres podcasts que j'avais écoutés, mais à l'aise de pouvoir se livrer comme on le fait, avec finalement beaucoup de naturel. C'était une très très belle conversation. Merci beaucoup. Ok, merci, merci pour ces compliments. Je vais essayer de maintenir ça. Je t'avoue que j'ai pas spécialement de secret. J'essaie juste d'être moi-même et d'être un peu curieux. Ça marche bien, ça change rien. Et passionné. Voilà. Donc vas-y, merci beaucoup Thomas. C'était un super plaisir. Écoute, à très vite. Je coupe. À plus. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!